Que déjà enchantée de vous recevoir. C'est une première pour nous, pour notre société, de faire un workshop. C'est le premier qu'on organise. Donc, j'espère que tout va bien se dérouler et qu'on n'aura pas de couac technique. Mais j'ai ma collègue qui est juste à côté dans le cas où on aurait des soucis. Et j'espère qu'en tous les cas, on répondra à minima. En tous les cas, on soulèvera des interrogations qui vous permettront de regarder effectivement de quoi on a voulu parler en termes d'ingénierie pédagogique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, l'ingénierie pédagogique, moi, j'ai choisi deux axes, l'enjeu pour l'apprenant et l'enjeu pour votre structure, que vous soyez centre de formation et donc à la tête du centre de formation, en tous les cas dans la gérance ou une partie coordination, ou que vous soyez formateur pour votre propre ingénierie pédagogique. Avant toute chose, donc tout le monde a coupé son micro, donc impeccable, pas besoin de reposer la consigne. On a marqué au fur et à mesure que vous avez des questions, mettez-les dans le chat de façon à ce que je ne m'interrompe pas dans la présentation et qu'à la fin de la présentation, on puisse revenir sur les différentes questions et vous apporter les réponses dans la mesure où j'ai les réponses. Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Et donc ça permettra, comme je disais, d'avoir un document qui vous sera transmis et envoyé à la fin du workshop avec la reprise de ce PowerPoint, les questions que vous avez et les réponses. Jusque-là, tout va bien, on démarre? Impeccable. Allez, donc dans ce workshop, alors c'est un workshop qui sort de ma tête et qui est issu de mon expérience. Je ne peux pas me baser sur autre chose que mon propre parcours et ce que j'ai pu vivre. Et donc j'ai décidé d'aborder 5 thématiques. Donc le pourquoi de ce workshop, pourquoi effectivement je me pose la question de l'ingénierie pédagogique. Comme je disais, j'ai choisi deux axes, le parcours d'un apprenant. Donc comment en tant qu'apprenant, on a besoin de cette ingénierie pédagogique et comment un apprenant rencontre l'ingénierie pédagogique, les outils indispensables en tant qu'ingénieur pédagogique, constructeur d'un parcours de formation. Et ensuite, j'ai pris un exemple avec deux référentiels de formation. Alors là, j'ai choisi deux référentiels certifiants, mais comme je montrerai, on peut travailler avec d'autres référentiels qui pourraient être non certifiants, ça n'est pas un souci, pour vous montrer effectivement comment cette démarche peut vous permettre d'optimiser et d'aller chercher plus de propositions de formation en travaillant un petit peu moins, ce qui n'est pas une moindre chose. Et dans le après, je vous dirai un petit peu effectivement quelles sont les pistes que vous pouvez explorer à l'issue de ce workshop. Donc, le cadre du workshop, si je propose aujourd'hui cette thématique de l'ingénierie pédagogique, c'est parce que je suis auditrice Calliope. Certaines structures me connaissent dans le cadre de cette fonction. Auditrice Calliope, RSE et un label international sur l'égalité professionnelle au niveau des groupes du CAC 40, avec plus de 300 structures que j'ai pu auditer depuis 4 ans. De la structure avec la personne qui me reçoit dans son salon, parce que structure individuelle majoritairement en sous-traitance, au groupe du CAC 40 à l'international. Donc autant dire que j'ai une palette qui est très large. Et en général, quand je parle de quelque chose sans ergoter, c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai pu m'interroger et aller voir si on avait des ressemblances au niveau des différentes structures. Je ne l'ai pas marqué là dans la présentation. J'ai été également enseignante éducation nationale sur les langues étrangères. Donc, dans le cadre de ce parcours d'enseignante, j'ai appris, j'espère en tous les cas, à construire des parcours de formation et à travailler l'ingénierie pédagogique. Et c'est le master que j'ai un master en ingénierie pédagogique. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est très complexe. Dans le cadre des audits, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très puissant et très souvent sous-exploité et pour autant fondamental pour toutes les parties prenantes, que ce soit pour l'apprenant, d'abord, parce que quand on forme, c'est d'abord pour l'apprenant, que ce soit pour la structure, mais que ce soit également pour la cohésion des équipes et pour pouvoir travailler en transversal. Donc cette expérience me permet aujourd'hui de vous proposer ce workshop, mais je le répète, bien évidemment, ça n'est que ma lunette à moi. Il y a d'autres façons de le travailler. Moi, je considère que celle-là est assez efficace. Ce sera à vous de me dire effectivement si c'est réexploitable et si je suis un peu dans le vrai ou s'il y a des choses qui sont à réajuster. Bien évidemment, là aussi, vous aurez le droit de dire s'il y a des choses qui vous n'êtes pas d'accord. Bien évidemment, n'hésitez pas à le dire de façon à ce qu'on puisse en discuter.
Je pose le cadre, donc comme je le disais, je vais parler des parcours de formation certifiants. Donc j'en ai choisi 2, je vous les montrerai, ça fait partie du point 5. Et comme je disais, la mécanique est stricto sensus la même, dans la mesure où on a compris quel était le chemin que l'on devait suivre. À partir de là, on peut le répliquer absolument sur tous les parcours de formation. Je suis partie tout d'abord de la définition de ce que c'est que l'ingénierie pédagogique. Donc, je suis allée sur Internet pour aller chercher ces définitions. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Je suis allée croiser plusieurs définitions. Donc, définir les besoins d'une formation, proposer des solutions adaptées, concevoir, produire, évaluer la formation. J'ai mis en jaune les seuls points sur lesquels on va s'attarder dans le cadre de ce workshop. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout travailler sur la partie évaluation du besoin d'une entreprise. Ce n'est pas le cadre du workshop. Proposer des situations adaptées, on est plutôt sur l'animation d'un parcours de formation. On travaille les modalités. Ce n'est pas le cadre de ce workshop. Et la partie évaluation n'est pas non plus le cadre. Donc nous, on est vraiment sur la partie conception, production. Donc comment je crée mon architecture de façon derrière à produire du contenu que je vais pouvoir proposer à l'apprenant. D'accord? Donc, la définition de l'ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, déterminer le projet. Et l'ingénierie pédagogique, on se base sur le contenu uniquement. D'accord? Donc ça, j'espère que ce contexte est clair, de façon à ce que vous ne soyez pas frustrés et que vous n'attendiez pas autre chose. On ne parle pas de l'adaptation de parcours, on ne parle pas du besoin de la structure, on parle d'une formation lambda et comment sur la base d'une formation lambda, on construit de l'ingénierie pédagogique. Dans l'ingénierie pédagogique, 5 étapes essentielles. L'analyse, comme je vous l'ai dit, on n'en parlera pas. Le design, c'est de ça qu'on va parler dans le cadre de ce workshop. Le développement, on va l'aborder. Dans le développement, on parle bien évidemment de la création des contenus de cours, des évaluations et puis tous les outils que l'on peut avoir aujourd'hui sur les TIS et puis tous les outils comme on a Booklab, Kahoot et ce genre d'outils que l'on utilise en animation. Ça, on n'en parlera pas non plus. L'implémentation avec les modalités que l'on choisit. On est sur une implémentation avec une formation présentielle ou distancielle. Ça ne nous concerne pas et l'évaluation non plus. Donc, pour synthétiser, le cadre de ce workshop, uniquement l'architecture, la création d'une ingénierie pédagogique. Et c'est quelque chose qui est très bordé avec uniquement 3 outils majoritairement, pas plus. C'est bon? Impeccable. Donc, j'ai commencé en fait par partir du parcours d'un apprenant parce que il m'a semblé important de se dire que quand on crée, alors moi-même, comme je suis ingénieure de formation et que je crée du contenu de formation, j'adore faire ça. C'est quelque chose qui est absolument génial, du créer du contenu de formation. On s'éclate quand on est ingénieur pédagogique. Et des fois, on s'amuse et on s'éclate tellement qu'on oublie qu'on est là pour un apprenant qui ne connaît pas le sujet et on a tendance à jargonner. Chose que je peux faire tout à fait aussi dans le cadre de ce workshop. Donc là aussi, c'est pareil, si j'utilise des termes ou des acronymes sur lesquels il n'y a pas de sens, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, mon premier niveau, c'est l'apprenant. Quelqu'un qui vient à la rencontre de votre structure et à qui vous allez proposer un parcours de formation. Donc, dans le cadre de cette rencontre, l'apprenant, je ne vous apprends rien, on commence par lui transmettre un programme de formation où il le trouve sur Internet. En tous les cas, il a un premier descriptif du parcours de formation sur lequel potentiellement il peut s'inscrire. Quels sont les éléments qui vont l'intéresser dedans? Les objectifs, bien évidemment. Pourquoi je me forme? Quels sont les objectifs? Quelles sont les capacités que je vais atteindre à l'issue de ce parcours de formation? Les modalités, les durées et bien évidemment le prix. Tous ces éléments-là ne nous concernent pas. Mais ça, c'est le premier point de rencontre entre un apprenant et votre structure ou un apprenant, et si on le prend de façon plus micro, votre ingénierie pédagogique. D'accord? Premier niveau. Communicable, comme je dis, sur tous les moyens possibles et imaginables. Site internet, salon, tout ce que l'on veut. La deuxième rencontre entre l'apprenant et votre structure, dans la mesure où l'apprenant a contractualisé, bien évidemment, ça va être d'avoir une rencontre avec les supports de cours. Donc, tout ce que vous aurez construit en termes d'ingénierie pédagogique et que vous allez lui proposer dans le cadre du parcours de formation.
quelle que soit la modalité, là aussi, quelle que soit la durée et quelles que soient les évaluations que vous allez mettre à la suite de ce parcours de formation. L'évaluation, on n'en parle pas, on pourrait faire un workshop complet sur l'évaluation tellement c'est quelque chose de complexe et sur lequel on a un caractère subjectif qui est juste des fois très difficile à maîtriser, en tous les cas à évaluer et à proposer. Et la dernière étape, quand la personne a terminé son parcours de formation, elle est contente ou pas de son parcours de formation et vous lui délivrez un certificat de réalisation. Donc ça, c'est le parcours d'un apprenant qui arrive dans votre structure et qui rencontre votre proposition pédagogique. Ce sont les seuls éléments qu'il a, lui, à disposition et que vous lui transmettez dans le cadre d'un parcours de formation. Donc déjà, ces 3 étapes-là sont très importantes parce qu'elles conditionnent tout le parcours de l'apprenant. Ça, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il rencontre. Bien évidemment, derrière, ce que lui ne voit pas, c'est ce que vous avez construit en back-office et qui va permettre de proposer des cours et des évaluations et qui vous a accompagné dans la définition de vos objectifs de formation. Donc, bien évidemment, on parle du déroulé pédagogique, que certains appelleront scénario pédagogique ou alors fiche de formation. On peut l'appeler comme on veut du moment qu'on parle de la même chose. Donc, cette partie back-office, la personne ne la voit pas. Et pour autant, c'est tout ce qui va structurer son parcours de formation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour vous, déjà à ce niveau-là, est évident? Et on est d'accord, ça fait consensus. Oui, c'est ça. OK. Je vous ai mis ici un parcours de formation. Je suis partie de ma propre structure. On a une formation qui est pour les entreprises de la métallurgie, donc sur la mise en place de la nouvelle convention collective qui était applicable en janvier 24. Donc, les structures qui nous ont contactés, la rencontre avec notre entreprise Skill Connection, c'était un programme de formation. Alors, il en manque un bout à côté, hein. On a enlevé la partie tarif, durée et tout ça. Cette fiche-là est liée sur le site internet si vous voulez aller la voir. Donc, on leur a transmis un programme de formation, pardon, dans lequel on retrouve les objectifs. Ici, il y en a 5 et le programme de formation. La deuxième chose que l'on a, nous, à disposition, bien évidemment, c'est notre déroulé pédagogique sur lequel, alors j'espère qu'on voit ma souris qui bouge. Oui. OK, super. Dans lequel on retrouve, ici, dans cette première colonne, toutes les compétences, tous les objectifs que l'on a dans le parcours de formation. Stricto sensus, exactement les mêmes, avec les supports, les outils, les modalités d'animation et tout ce qui va bien. Je reviens en arrière. Donc, la personne qui vient dans mon centre de formation et qui se positionne sur cette formation, elle vient pour apprendre ça, les supports de cours que je lui mets à disposition, et je répète, quelles que soient les modalités, reprendront ces objectifs-là, et à la fin, quand elle sera évaluée, quelle que soit la modalité d'évaluation, quiz, mise en situation ou création d'un dossier jury ou quoi que ce soit, ce sera aussi toujours sur cette base-là. Ce que j'ai fait, c'est très pompeux de le dire comme ça, parce que nous, les premiers, quand on a créé ce workshop, on s'est dit, tiens, on va s'intéresser à ce qu'on a fait nous-mêmes dans notre structure en termes d'ingénierie pédagogique, et on s'est dit, oups, on est en train de parler de quelque chose sur lequel nous-mêmes, on a nos propres biais et on a nos propres défaillances. Je pose tout de suite le cadre. Ici, dans ce programme de formation, j'ai un premier objectif, créer un organigramme fonctionnel et le digitaliser. Dans mon contenu de formation, je retrouve, stricto sensus, mon objectif dans lequel je rajoute des connaissances qui vont être acquises par le bénéficiaire. Je n'ai pas mis de cours, de support de cours, parce qu'on est sur une plateforme digitalisée pour cette formation et ça n'avait pas d'intérêt. Bien évidemment, dans mes supports de cours, strictement, exactement de la même façon, je reprends mon bloc de compétences dans lequel je vais marquer dans mon support de cours que je suis en train de travailler la compétence 1 et qu'on va aller travailler ces connaissances-là dans le cadre du bloc 1. Alors, je commence à le dire dès maintenant et vous allez peut-être trouver que je suis assez lourde sur le sujet, mais ça ne fait rien, c'est l'objectif du workshop et j'insiste là-dessus. Quand j'ai décidé de mes objectifs de formation, je passe mon temps à les répéter, quels que soient mes supports. Donc, je définis mes objectifs, je répète mes objectifs dans mon programme de formation, je reprends mes objectifs
dans mon déroulé pédagogique. Même si ça, la personne ne le voit pas, le bénéficiaire ne voit pas le déroulé pédagogique, mais quelque part, je pourrais lui transmettre. En enlevant ici mes outils, je pourrais lui dire aussi quelles sont les compétences qu'il va acquérir et quels sont les supports ou les outils sur lesquels il peut trouver le contenu. D'accord? Donc, si on synthétise, l'apprenant, il arrive, il a un programme de formation, des cours, j'en ai mis un autre au milieu, j'ai déjà oublié, des évaluations et certificats de réalisation, il a ces 4 étapes, et vous, derrière, vous avez un programme de formation qui est transmis, un déroulé pédagogique qui est pour vous, qui est du back-office, et ça, déjà, c'est la base de votre architecture. Pourquoi ça? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais finalement, dans un programme de formation, pourquoi je suis obligée de répéter ici, systématiquement, les mêmes compétences? Moi, j'ai toujours entendu dire, et je pense que je le répète assez souvent, l'éducation, c'est l'art de la répétition. Plus vous mettez la personne en situation de relire la compétence sur laquelle, à la fin, elle va être évaluée, plus elle l'ancre. C'est-à-dire qu'à la fin d'elle-même, elle est capable de revenir. C'est intégré. Oui, elle est capable de revenir sur son parcours et sa première compétence, créer un organigramme, et elle peut du coup s'auto-évaluer et de dire, tiens, pendant le parcours de formation, j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose, et je peux m'auto-évaluer en disant, est-ce que cette compétence-là, je considère qu'elle est acquise ou non acquise? Et en plus, normalement, ça vous facilite la tâche, puisque si on le fait de façon très verticale et qu'on prend un tableau Excel, on peut se dire que colonne 1, on a l'objectif générique de votre parcours de formation. Colonne 2, les objectifs opérationnels et pédagogiques. Colonne 3, on a une micro-définition, donc le contenu que vous rattachez aux objectifs de votre parcours de formation. Et puis après, vous pouvez aller plus loin, bien évidemment, sur un grain, à chaque fois un petit peu plus loin, à l'intérieur de vos supports de cours, même si vous avez par exemple un PowerPoint qui correspond à ce premier module, la première slide de votre PowerPoint doit reprendre l'objectif de ce module. D'accord? Donc, on répète à nouveau dans le support de cours qu'est-ce que l'on va étudier dans le cadre de ce support de cours. On a énormément de formations dans lesquelles on a des gens qui viennent apprendre des choses, qui sont super contents de la formation et qui ont appris énormément de choses. Et quand on leur remet à la fin du parcours de formation le programme de formation et que l'on demande en rétropédalage de faire le feedback et de revenir sur tout ce qu'ils ont pu acquérir en termes de connaissances, on se rend compte qu'il y a un écart par rapport à la définition de la compétence au départ et que finalement, ils ont acquis des choses, mais qu'on a digressées. Si on est tout le temps en train de répéter la même chose, d'abord c'est facilitant parce que je n'ai pas besoin de reconstruire des phrases. Et vous allez voir après qu'en plus ces phrases-là, on va pouvoir les réutiliser. Donc ça, pour moi, c'était la chose déjà qui était très importante de se dire en tant qu'ingénieur pédagogique, on commence par se mettre dans la peau de l'apprenant et d'avoir un continuum et on fait en sorte de répéter tout le temps la même chose pour ne pas perdre la personne et ne pas se perdre soi. Dans le cadre des audits Calliope, par exemple, ce que l'on voit très souvent, je digresse, je sors un petit peu dans le cadre du workshop. On a des supports de cours et les supports de cours, des contenus, on ne sait plus les rattacher aux objectifs de formation. Normalement, ce biais-là, on ne devrait pas l'avoir. Si on est sur un alignement de colonnes, on a du contenu de cours qui est créé à la suite des colonnes. Et comme ça, on est sûr d'avoir couvert l'intégralité du référentiel que l'on propose. Je vous mettrai à la fin un tableau Excel où vous verrez que ce sera peut-être plus facile à le modéliser, en tous les cas, à voir comment vous pouvez vous-même après l'utiliser. Donc ça, c'était pour moi le point numéro 1 qui était très important, se poser, se mettre à la place d'un apprenant. Là, je parle d'un exemple d'une société, alors je l'ai appelée la société N, on pourrait l'appeler la société tout ce que l'on veut. Dans le cadre d'un audit, j'ai vu une structure qui avait un catalogue de formation qui était absolument génial. Une structure qui a de l'argent, qui est une structure avec des franchises et qui formait en fait pour les collaborateurs des franchises. Donc un circuit court en fait en interne de formation avec un catalogue de formation broché, édité par un imprimeur, mais vraiment quelque chose de très classe avec beaucoup d'argent derrière. Et donc, dans le cadre de l'audit, on regarde un petit peu ces parcours de formation, donc programme de formation, déroulé pédagogique, support de cours.
Programme, alors, je prends cette structure-là, mais ça, je l'ai dans 90% des structures dans lesquelles je suis en audit. On a un programme de formation. Le déroulé pédagogique ne reprend pas les objectifs du programme de formation, donc déjà, on a un écart. Et les supports de cours ne reprennent pas non plus les objectifs de la formation. C'est contraignant au départ, puis après, une fois qu'on a compris, ça devient quelque part une mécanique assez simple. Si je reviens sur l'exemple de cette structure, c'était une structure, donc, comme je disais, qui forme des collaborateurs de franchise. Donc, on est en circuit court et je leur pose une question qui était une question toute simple et je leur dis, mais c'est super intéressant et puis c'est vraiment puissant ce que vous avez créé. Et je dis, les parcours de formation que vous créez, quel est le lien que vous avez entre ces parcours de formation et les fiches de poste des collaborateurs des franchises? Et là, il y a eu un grand blanc parce qu'en fait, ils ont construit tout un programme de formation, tout un catalogue de formation complètement décorrélé des fiches de poste de l'entreprise. C'est comme si on demandait à un boulanger de savoir faire des croissants et on le mettait sur une formation de croissants alors que dans sa fiche de poste, il n'a pas besoin d'en faire. D'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important du côté de l'apprenant pour que ça fasse sens et qu'il s'investisse dans son parcours de formation. Les objectifs que vous allez devoir définir sont des objectifs qui, normalement, dans l'absolu, sont corrélés à sa fonction. On sort du cadre des formations que je peux faire pour me faire plaisir ou tout ce genre de choses. Là, je parle d'un collaborateur qui a besoin de monter en compétences dans le cadre de son expérience professionnelle. D'accord? Si je veux faire une formation PNL et que je ne suis pas coach, ben, je le fais pour le plaisir et je sors de ce cadre-là. D'accord? Donc, de faire le lien entre les objectifs de formation que vous définissez, donc la rencontre de votre apprenant avec votre programme de formation, et ce qu'il a lui-même dans sa définition de fonction, de façon à ce que ça se soit aligné et qu'on ait du sens derrière. D'accord? Moi, si vous me mettez un parcours de formation dans lequel vous me dites, je dis n'importe quoi et j'exagère le trait, bien évidemment, savoir démarrer une tondeuse électrique et que je fais du coaching, on est complètement à côté de la plaque. OK? Donc ça, c'était pour donner un exemple du comment on peut s'éclater à construire des parcours de formation, créer une ingénierie pédagogique puissante, des supports qui sont riches et qui sont hyper sexy en termes de marketing et de visuel, et puis être complètement à côté, être passé complètement à côté de la cohérence et de la concordance entre le besoin du bénéficiaire, le sens dont il a besoin et la définition des objectifs. Le cœur de ce workshop, je pense que vous l'aurez compris, c'est l'objectif. D'accord? L'ingénierie pédagogique, le mot-clé autour de l'ingénierie pédagogique, c'est l'objectif, la définition, la construction, l'expression d'un objectif dans le cadre d'un parcours de formation. Pardon? Ah, Amina, je pense que le micro est allumé. Pascal également. Merci, Amina. Alors, ici, je vous ai mis en résumé les différentes étapes par lesquelles vous passez dans le cadre de la construction d'un parcours de formation. Je ne vous apprends rien. Le programme de formation, la construction du déroulé pédagogique, une séquence, des supports de cours qui sont construits, des évaluations et un certificat de réalisation. On est sur quelque chose de tout à fait linéaire. Et j'ai mis ici, on peut avoir bien évidemment une deuxième séquence, on peut avoir un parcours de formation avec autant de séquences que l'on veut. Je vous ai remis exactement la même slide, sauf que à chaque fois, j'ai mis objectif. Et donc, l'objectif qui est ici est répété, copié-collé, sans rien réinventer, dans chacune de vos étapes d'ingénierie pédagogique, jusqu'au certificat de réalisation, puisque le certificat de réalisation doit reprendre les objectifs de la formation et dire si oui ou non ils sont validés, partiellement ou en intégralité. OK? Ce que je vois majoritairement dans les centres de formation, j'en ai parlé, donc je vais aller vite, des programmes de formation, des contenus de formation, des déroulés pédagogiques qui ne reprennent pas les objectifs, les supports de cours PowerPoint ou autres dans lesquels on n'a pas les objectifs, et les évaluations, là aussi, qui ne reprennent pas les objectifs et qui ne permettent pas à la personne de se positionner en auto-évaluation. C'est ça quand même l'objectif à la fin. Que moi, j'évalue la personne verticalement, c'est une chose, mais que la personne, elle soit auto-positionnée sur son propre parcours
pour aller chercher quelqu'un qui ait un sentiment d'efficacité personnelle pas bon, ou au contraire quelqu'un qui ergote un peu trop, c'est toujours un moyen intéressant de réajuster. Ici, j'en ai parlé, donc je vous laisserai le lire. Pourquoi le parcours de formation, le chemin vertical, mettre de la proactivité. Vous aurez le temps de lire tout ça tranquillement. J'en ai déjà parlé dans le cadre des autres présentations. Les outils indispensables sur lesquels moi je m'appuie dans le cadre de la construction des parcours d'ingénierie pédagogique, un cadre, un programme de formation. Là aussi, j'ai créé un modèle sur lequel je répète toujours la même forme d'un programme de formation à l'autre de façon à ne rien oublier, bien évidemment, comme ça on est sûr, Calliope ou pas, d'être sur les bons sujets. Un déroulé pédagogique, toujours pareil, en version modèle sur lequel je fais mon copier-coller de mon programme de formation. Alors, vous pouvez le travailler dans l'autre sens. Vous pouvez travailler le déroulé pédagogique qui vous aide à construire après, en termes de visuel, le programme de formation. Faites-le dans le sens que vous voulez, il n'y a pas d'ordre entre ce niveau 1 et ce niveau 2. Des supports de cours, on répète les objectifs. Les évaluations, on répète les objectifs. Taxonomie de Bloom, qui vous permet de trouver les verbes d'action qui vont vous permettre de créer vos parcours de formation. On sait qu'on a des verbes d'action qui ne sont pas les mêmes en fonction du niveau que l'on va chercher pour la personne. Est-ce que c'est un exécutant ou est-ce que c'est un cadre dirigeant qui est dans l'analyse? On n'a pas les mêmes verbes d'action. Cet outil-là est vraiment très important. Les référentiels France Compétences, et je disais à ma collègue, j'ai oublié de marquer un référentiel qui est le référentiel de l'APEC. Pensez également au référentiel de l'APEC, qui ont les descriptifs d'emploi qui vous permettent d'aller chercher des compétences qui sont aussi intéressantes. Le RAEC, qui est utilisé par l'AFPA pour décrire tous les métiers non cadres, comme on peut avoir le soudeur, opérateur régleur dans l'industrie et autres. Les référentiels de formation, RNCP, RS, France Compétences, bien évidemment, là-dedans. Et les codes ROM. Moi, ça, ce sont les outils que j'utilise quotidiennement quand je dois créer des parcours de formation pour pouvoir croiser à description égale, en fait, à titre de métier égal, quelle est la sémantique que je peux venir chercher pour ne pas réinventer de phrases là où il y en a déjà plein qui existent. D'accord? Je vais assez vite parce qu'il est 29 et que je voudrais qu'on ait le temps de voir le troisième point dans le workshop de façon assez complète. Là, je parle de vous en tant que centre de formation et je suis partie de 2 parcours de formation différents. Le premier parcours, alors comme je disais, je suis partie sur des parcours de formation certifiants. On a exactement la même chose sur du non certifiant, on peut le travailler de la même façon. Secrétaire de formation, diplôme secrétaire comptable, j'ai mis tout le référentiel, vous pouvez aller chercher les fiches directement sur France Compétences, la fiche ROM et ici l'identification de la fiche ROM. Dans ce référentiel, je vous montre juste les 3 slides, on a 3 blocs de compétences. Chacun des blocs de compétences ici est identifié avec une compétence et on retrouve bien évidemment un verbe d'action ici. Donc ça, c'est ma colonne. Dans mon programme de formation, c'est ma colonne 1, objectif de la formation. Colonne 2, je prends le référentiel. J'ai ici 4 sous-compétences. Je n'ai pas besoin de les réinventer, elles existent déjà et le référentiel est très bien construit. Donc, je ne vais pas réécrire les phrases. Par contre, je peux me donner la liberté, bien évidemment, de les réorganiser en termes de temporalité en fonction de ce qui me semble le plus pertinent. Mais je ne réécris pas ma phrase. Colonne 1, j'ai mes objectifs, assurer les travaux. Colonne 2, ici, j'ai mes 4 sous-objectifs. Colonne 3, j'ai ma proposition pédagogique. Et colonne 4, dans mon déroulé pédagogique, j'ai mes évaluations. À côté, bien évidemment, je peux toujours laisser une case commentaire qui va me permettre effectivement après de retravailler mon ingénierie pédagogique. Donc là, je l'ai fait assez vite. 3 blocs de compétences sur ce référentiel RNCP France Compétences. Et je vous ai mis ici la fiche ROM. Vous avez la référence au démarrage avec tout ce que doit faire une secrétaire comptable. Et on retrouve une autre expression de la compétence de la secrétaire. Donc déjà, sur la base de 2 référentiels, vous avez une quantité de propositions de compétences et je n'ai utilisé que 2 référentiels. Vous allez chercher le code APEC et vous allez chercher le métier, vous aurez une 3e proposition. Et si vous vous rattachez au diplôme, c'est-à-dire que c'est un titre pro du ministère de l'Éducation nationale, vous aurez accès au référentiel de formation dans lequel on aura une 4e expression de la compétence pour un diplôme
un titre, un poste. Donc, c'est déjà énorme en termes d'expression sémantique. À vous à faire le tri. Est-ce que vous bossez plutôt sur la partie RNCP? Moi, je trouve qu'elle est très bien construite quand on est sur des parcours certifiants. Ou est-ce que vous bossez plutôt sur des descriptifs d'emploi qui vous accompagnent dans la construction de votre ingénierie pédagogique? D'accord? Donc ça, c'est les 2 points que je suis allée chercher. Et là, je l'ai mis, alors il est coupé, il n'est pas très joli, mais ma capture d'écran, je ne pouvais pas en faire plus. Ça ne rentrait pas au niveau de l'écran. L'objectif générique selon France Compétences, sur lequel on retrouve encore plein de compétences. Administrer les ventes, gérer les commandes, suivre la livraison, générer les factures, suivre les règlements. Donc, autant vous dire que rien que sur 2 référentiels, j'ai déjà énormément, voire trop de choses à travailler. J'ai repris ici les 3 blocs du référentiel qui sont dans le référentiel RNCP. 3 blocs. Dans chacun des blocs, on a 3 ou 4 sous-compétences largement de quoi construire une ingénierie pédagogique. Je ne m'attarde pas dessus, on aura le temps d'y revenir dessus. Je reprends exactement la même chose. Je construis mon programme. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Les objectifs sont déjà rédigés. Mon déroulé pédagogique, j'ai déjà ma colonne 1, 2, 3 qui sont déjà faits. Ce que je dois travailler, c'est ici, ma construction de séquence, et ensuite ici, mes supports de cours et mes évaluations. Toujours en répétant les objectifs que j'ai copié-collé depuis mon référentiel. Diplôme numéro 2. Hop, je pensais qu'il y avait le titre derrière. J'ai pris le titre assistant de gestion. Alors là, c'est un autre, c'est pas le ministère qui le porte, c'est un organisme qui s'appelle IFOCOP. Je suis allée chercher là aussi la formation sur France Compétences et je suis allée récupérer le code ROM. J'ai fait exactement le même travail. Je me retrouve avec un objectif général, beaucoup plus petit, parce que le ministère a tendance à en dire beaucoup, les autres structures en disent peut-être un peu moins, à tort ou à raison, sans jugement sur le sujet. Et là aussi, je suis allée chercher les blocs de compétences. Alors, il me semble qu'il y en a 4, ouais, c'est ça. Donc, il y a 4 blocs de compétences sur ce référentiel. Oups là, pardon. Traiter les opérations, créer les outils, on ne va pas tous les lire. Colonne 1, ici. Colonne 2, identifier, vérifier, enregistrer, lettrer, établir, mettre en œuvre, etc., etc. Ça, c'est ma colonne 2. À côté de ma colonne 2, derrière chacun des objectifs pédagogiques, ici, je peux créer du contenu, soit du contenu parce que je crée un support PowerPoint, soit je décide, par exemple, d'une mise en situation pratique, tout ce que je veux. Mais en tous les cas, ma structure est toujours la même. Ici, pardon, colonne 1. À partir d'ici, colonne 2, colonne 3. Et la suite, cours et évaluation. Ici, on est sur ce que propose le Code ROM. Donc, on est sur une organisation à la grosse maille des 4 compétences clés de ce poste-là. Et ici, les savoir-faire professionnels, les savoir-être professionnels. Donc là, j'ai travaillé sur 2 référentiels. Alors, je suis allée chercher ceux-là, mais j'aurais pu aller chercher plein d'autres référentiels différemment. Bien évidemment, à la suite de ce référentiel assistant de gestion, je remets exactement le même déroulé, programme, déroulé, séquence, support, évaluation, pour aller jusqu'à mon certificat de réalisation. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement pour travailler sur ce document-là. Ce document-là, alors je n'ai pas tout repris, c'était juste pour vous montrer la mécanique. J'ai ici mon premier diplôme, ici mon deuxième diplôme. Donc je vous l'enverrai, hein, ce tableau Excel. J'ai repris le bloc 1 de mon premier diplôme et j'ai repris le bloc 2 de mon deuxième diplôme. Alors, il est dans l'autre sens, hein. Ici, c'est l'assistant de gestion, ici, c'est la secrétaire comptable. Donc, je n'ai pas mis l'objectif générique. Je n'ai pas repris l'objectif générique. Avant la colonne A, on aurait l'objectif générique. Et je me suis amusée à recopier, ici, en colonne 2, les objectifs de mon référentiel. Et je me suis amusée ensuite à me dire, tiens, quelles sont les compétences que la personne doit acquérir et sur lesquelles on va chercher sensiblement la même chose, mais ce n'est pas exprimé tout à fait de la même façon. Ici, j'ai tout ce qui tourne autour de la TVA. Je suis sur l'assistant de gestion. Saisir les écritures, organiser les opérations, déclarer la TVA. Et ici, ils m'ont simplement écrit assurer la gestion administrative, comptable, fiscale de la déclaration de TVA. Donc, dans ce diplôme, j'ai 3 compétences pour décrire tout ce qui tourne autour de la TVA, à savoir récupérer les tickets factures sur lesquels j'ai la TVA,
les rentrer manuellement ou dans un outil, traiter les opérations, calculer ma TVA, déclarer ma TVA, et puis éventuellement avoir le contact avec le comptable si je dois aller à la relation avec le comptable. Donc, ces compétences en jaune, entre ces deux diplômes, je parle de la même chose. Les compétences en bleu, assurer la gestion administrative comptable des clients et des fournisseurs. Je viens sur ce diplôme-là et je vois mettre en œuvre un suivi comptable des opérations fournisseurs et clients. Et je parle là encore sensiblement de la même chose, avec, je le répète, à la base un diplôme secrétaire comptable et un diplôme assistant de gestion. Je n'ai fait que 2 blocs, hein. J'aurais pu m'amuser à aller en chercher bien plus et je suis allée chercher juste ces quelques rapprochements, juste pour vous montrer qu'en fait, plus vous allez revenir sur votre ingénierie pédagogique et plus vous allez aligner de cette façon-là vos parcours de formation, plus vous pourrez trouver des cohérences et moins vous aurez besoin de créer de contenu et plus vous pourrez réutiliser vos programmes de formation. La dernière fois, j'étais dans une structure où ils ont deux propositions pédagogiques très, très différentes. D'un côté, un diplôme pour les responsables de structures exploitation agricole et de l'autre côté, un diplôme qui est plutôt pour les responsables de structures sanitaires et sociales. Donc, on est sur 2 milieux très, très différents. Pour autant, pour les 2 structures, il y avait un bloc comptable. Alors, certes, la comptabilité en milieu agricole, il y a des choses au niveau de la TVA et toutes ces choses-là qui ne sont pas les mêmes que dans un établissement sanitaire et social. Mais à la base, la compréhension et la lecture, par exemple, d'un bilan comptable, c'est la même, qu'on soit dans une entreprise agricole ou qu'on soit directeur d'un établissement sanitaire et social. Et donc, du coup, en se rendant compte qu'ils avaient de la cohérence, de la concordance et de la transférabilité de compétences d'un diplôme à l'autre, eh bien, ils ont rassemblé les 2 classes. Et donc, du coup, ils ont détaché du temps homme, puisqu'ils avaient 2 enseignants pour faire sensiblement la même chose. Donc, ils ont un tronc commun comptabilité. Et ensuite, ils ont quelque chose qui vient sur un grain plus fin et qui est contextualisé effectivement à l'environnement dans lequel ils doivent proposer leur parcours de formation. Donc, ce que j'ai fait là, moi, je l'ai fait sur des parcours de formation certifiants parce que c'était facile. Je fais du copier-coller et c'est quelque chose qui est ergonomique et qui ne nécessite pas beaucoup de. Voilà, c'est pas, je dirais, c'est pas une tâche intelligente sans jugement aucun. Je fais du copier-coller et j'aurais pu mettre une colonne intermédiaire. Est-ce que je suis sur, par exemple, un hashtag comptabilité ou un hashtag RH ou un hashtag logistique et je peux aller chercher comme ça les fonctions régaliennes d'une entreprise. Donc, tout ça pour dire que dans le cadre de la construction d'une ingénierie pédagogique, on a d'un côté tout ce qui concerne l'apprenant et la plus-value et l'importance de l'ingénierie pédagogique pour l'apprenant. Et de l'autre côté, on a toute la plus-value que peut vous apporter l'ingénierie pédagogique en tant que structure pour capitaliser, ne pas reconstruire des parcours de formation et des blocs et des modules de compétences, là où vous avez des choses sur lesquelles on peut avoir un tronc commun, quelque chose de générique que vous pouvez réutiliser et qui ensuite pourra être contextualisé en fonction de la demande client ou en fonction des parcours que vous pouvez proposer dans des environnements qui seraient différents. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour vous, semble exploitable et linéaire? Alors, il va falloir ouvrir vos micros, sinon je ne vais pas vous entendre. Pour moi, c'est oui, hein. OK? Pour moi aussi. Voilà. OK. Pardon. Pas de souci, pas de souci. Je reviens juste parce qu'il me semble que c'était la dernière slide que j'avais. Voilà, dans le après, c'est effectivement comment vous pouvez réutiliser cette ingénierie pédagogique. Et je ne sais pas comment on revient sur le tableau Excel. Enfin, c'est pas grave, j'aurai le temps de vous l'envoyer. Donc, c'était important pour moi dans le cadre de ce workshop de vous montrer que on passe beaucoup de temps à construire énormément de choses. Et finalement, quand on prend le temps, alors c'est toujours la même chose, hein, après on pourrait faire une formation gestion du temps, comment je prends le temps de capitaliser tout ça, de l'aligner, mais de façon très, très verticale et de façon très simple, pour se dire comment je pourrais réutiliser toute cette ingénierie pédagogique et qui me permet d'être exponentielle dans ma proposition de formation. Je fais juste une digression également parce que là, je vous ai parlé de 2 parcours de formation certifiants, donc un qui est ministère
et l'autre qui est une structure lambda qui propose ce parcours de formation. Quand on est sur des parcours de formation certifiants, n'oubliez jamais que quand vous êtes rattaché à un parcours global, c'est-à-dire quand vous êtes habilité à former et à certifier sur un parcours global de formation, comme par exemple la secrétaire comptable, de fait, vous êtes aussi habilité à former et à certifier sur tous les blocs indépendamment. Donc, un référentiel sur lequel vous vous positionnez, c'est là, dans ce cadre-là, 3 blocs que vous rajoutez à votre proposition de formation et en termes de marketing. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et quand vous allez chercher des parcours de formation qui sont non certifiants, allez le plus possible vers les référentiels de certification pour ne pas réinventer des compétences et pour vous aider et surtout avoir des verbes d'action, même si des fois la taxonomie de Bloom n'est pas utilisée de la façon la plus puissante possible. Quand même, il y a une expression sémantique autour de la compétence dans ces différents référentiels qui est plutôt très intéressante et qui vous évite d'avoir à reconstruire des choses. On le voit d'un côté, titre pro, référentiel ministère, une expression de la compétence qui est très simplifiée. Par contre, on a une contextualisation des outils, un grain plus fin à rajouter derrière. Et quand on est sur un centre de formation qui n'est pas ministère, là, on a des phrases qui sont très longues et une proposition de tâches dans les objectifs pédagogiques ou les objectifs opérationnels qui deviennent très longs en termes de construction de phrases. Plus votre objectif est long, plus vous perdez là aussi le bénéficiaire. Si vous avez un objectif qui fait 3 lignes, le répéter 10 fois dans le cadre d'un parcours, à la fin, la personne, elle vous tue, elle en a marre de vous entendre répéter les 3 lignes de votre objectif pédagogique. Donc, soyez synthétique dans ce que vous proposez. J'avais prévu 40 minutes pour ce workshop. On a fait 44 minutes. Il y a une question apparemment. Alors, je n'ai pas encore été sur le chat. Voyons voir. Hop. Alors, j'ai compris. Une question. Quid des formations comportementales, évaluation? Alors, il faudrait préciser. Qu'est-ce que vous entendez? Je vous laisse prendre le micro, peut-être de façon à pouvoir compléter. Quid des formations comportementales? Alors, qu'est-ce que vous entendez par formation comportementale? Les soft skills, les formations qui sont, par exemple, savoir parler à un client, la communication non verbale et des choses comme ça? Bonjour, merci Bonjour. Laetitia pour votre présentation intéressante, bien aimé. Donc, les rappels que vous avez faits donc, pour bien structurer tous nos formations, les outils également, ça m'a rappelé quelques bons souvenirs puisque j'ai travaillé longtemps à la NPE. J'oubliais le ROM comme outil alors que j'ai participé à la création de cet outil. Donc, ça date. Euh, donc, merci pour Je toutes vous en prie. vos informations qui ne peuvent que nous aider à bonifier nos programmes de formation, les dérouler, etc. J'ai posé la question sur les formations à connotation où on vise une évolution des comportements. Oui. Je pense à bonifier son écoute, développer son leadership, développer ses capacités en négociation, affirmer être plus en affirmation de soi, faire preuve d'assertivité. Et ma question portait sur l'évaluation et surtout, alors là, j'ai en tête Calliope pour me prononcer là sur la progression des participants entre est-ce que c'est acquis, est-ce que c'est non acquis, est-ce que c'est en cours d'acquisition? Et je suis apparemment pas le seul, c'est une question que nous nous posons avec certains de mes collègues. Non, la question était autour de comment évaluer. Je parle en fin de formation. Je considère que j'ai un avantage lorsque je fais des formations de 12 jours plus une. Non, il y a une intercession. Là, les participants ont la possibilité de mettre en pratique les acquis de la première partie. Donc, on peut recueillir ici un peu d'informations, mais c'est toujours extrêmement difficile de se prononcer sur est-ce que c'est acquis, pas acquis, bon, etc. Voilà les remarques que je voulais faire et vous poser cette question par rapport à votre expertise. D'accord. Alors, la question de l'évaluation, même si ça ne fait pas partie du workshop, pas de souci, je réponds là-dessus. Il n'y a pas plus subjectif qu'une évaluation. Donc, je dirais quelque part, c'est dans la mesure où vous commencez l'architecture d'un parcours de formation et que vous décidez des objectifs, vous avez décidé du niveau que la personne doit atteindre. Donc, par exemple, si vous avez un QCM, il faudra que la personne ait 60% de bonnes réponses au QCM. Ou alors, c'est peut-être juste se dire que
dans la mesure où la personne a participé à l'intégralité de la formation, on considère que les compétences sont acquises et que moi, mon niveau d'évaluation où je peux cocher la case acquis, c'est 100% du parcours et la personne, elle est engagée dans le parcours. Ou alors, c'est dans le cadre d'un parcours, il y a un exercice de mise en situation pratique et si la personne ne le fait pas, on considère que la compétence n'est pas acquise parce que finalement, c'est la prise de risque dans le cadre du parcours qui m'intéresse. Donc, c'est très compliqué de vous répondre parce qu'on a pléthore de choses et il n'y a pas une réponse qui est meilleure que l'autre. Et toutes sont aussi recevables les unes que les autres. La seule chose, c'est d'avoir défini au démarrage qu'est-ce que vous considérez comme étant un point d'acquisition. Et je vous dis, et ça peut juste être, surtout sur les formations moins de 14 heures où on n'a pas d'obligation d'évaluation fin de formation, de se dire la personne qui suit 100% du parcours, eh bien, on considère qu'elle a acquis la compétence. Donc, c'est très complexe parce qu'en plus, normalement, dans l'absolu, dans le cadre d'un parcours de formation, si on devait donner la possibilité à chacun de réussir, on devrait pouvoir proposer plusieurs modalités d'évaluation. Quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec l'oral et j'ai une évaluation finale à l'oral, je le plante d'office. Quelqu'un qui est dyslexique et qui doit rédiger une dissertation de 2 pages, je le plante. Donc, c'est très compliqué. Donc ça, c'est à vous à le définir dès le début. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse bateau que je puisse vous donner, puisque, comme je vous dis, tout est recevable. Par contre, l'apprenant doit le savoir dès le départ, puisque ça peut être un des points sur lesquels il ne rentre pas en parcours. Nous, on a des parcours de formation certifiants sur lesquels il faut rédiger des rapports et les présenter en jury. Si je ne me sens pas du tout à l'aise à l'oral, je ne vais pas le choisir, ce parcours. Ou alors, je vais le suivre, mais non certifiant. D'accord? Donc, cette question de l'évaluation, je réponds pas à votre question. J'en suis désolée, mais je peux difficilement faire plus que ça. Se dire comment je fais pour dire que la personne, elle est devenue assertive, je ne peux pas le dire en fait, parce que je ne vais pas être avec elle au quotidien. Donc, je peux dire, elle a écouté mon contenu, elle s'est posé des questions. Peut-être qu'elle était engagée, mais peut-être qu'en fait, mon point d'évaluation sur la base d'une grille, c'est de se dire, est-ce que la personne a été proactive et elle est venue chercher à l'oral et ce genre de choses, et je coche cette case-là, mais je peux difficilement en faire plus. Et la question des compétences sociales dans les parcours de formation, effectivement, mais je dirais dans les compétences sociales, mais même dans les compétences techniques, hein. Je veux dire, parce que quand j'ai, par exemple, un parcours de formation et je grossis le trait sur lequel j'ai une compétence qui est numériser un document, je ne vais pas mettre la personne devant le photocopieur et puis lui dire, tiens, numérise. Elle n'a jamais utilisé le photocopieur, elle va rester une demi-heure devant, elle va dire, mais je ne sais pas l'utiliser, l'outil. Pour autant, elle sait numériser un document. D'accord? Donc, voilà, je peux juste vous dire, posez vraiment le cadre dès le départ. C'est à vous à définir qu'est-ce que vous considérez comme étant le point de acquis. Et ça, la personne doit le savoir dès le début. Voilà, je ne réponds peut-être pas à vos questions, mais je peux malheureusement difficilement dire plus. On fera un workshop vraiment sur l'évaluation parce que euh, c'est quelque chose qui est très complexe et qui est, comme je vous dis, très, très subjectif. À la suite de ça me permet de faire la transition, et après je reviendrai s'il y a d'autres questions, ça me permet de faire la transition avec la suite de ce workshop. À la suite de ce workshop, on envisageait de faire un autre workshop sur la construction d'une séquence pédagogique. Et déjà, dans le cadre de la séquence pédagogique, on définit les objectifs et les évaluations et toutes les modalités qui vont derrière. Et on verra effectivement comment on peut aller chercher des choses, soit en termes de compréhension écrite orale et ces choses-là, ou les intelligences multiples et comment on peut chercher à aller construire des séquences pédagogiques. Donc, le grain en dessous du déroulé pédagogique, en allant exploiter et chercher toutes les possibilités de tous les bénéficiaires, justement pour ne pas en avoir certains qui soient plantés. Quelqu'un qui ne résiste pas au stress, le jour du bac, c'est une épreuve terrible. Et pour autant, ça a pu être un élève fabuleux tout au long de l'année. Voilà. Ça, c'est quelque chose de complexe. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, merci de votre réponse. Je note le point d'acquisition. C'est le formateur aussi qui va voir ça, malgré effectivement tous les outils que je peux utiliser, que ce soit des questionnaires ou des mises en situation. Je suis pas à l'aise par rapport à l'évaluation et pour me prononcer vis-à-vis d'un apprenant, s'il a acquis ou pas acquis. Alors, Et pardon, je vous coupe, faites-le en coévaluation sur la base d'une grille. oui,
Une petite Co-évaluer évaluation comment la normative, personne ouais. se sent et puis comment vous pensez qu'elle se sent et engager la discussion. Ça peut être votre point d'évaluation. Grille, très factuel, qu'est-ce que vous attendez dans le cadre de l'exercice et co-évaluation. Et à partir de là, c'est bon. D'accord. Je suis de formation, moi aussi, en sciences de l'éducation. J'ai toujours appris que la formation d'elle-même, hein, je parle, la formation continue, formation ultérieure, on apprend, en gros, toutes les études que j'ai pu voir, on apprend pour 10% par la formation. D'accord? Je vais en formation, on apprend pour 10%. Et on apprend ensuite pour aller 60 à 70%, ça dépend des études, par l'expérience avec défi. Et on apprend aussi par imitation. Alors le collègue, le responsable, le manager, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie importante pour l'apprenant qui se fait hors formation. Et là, on n'a pas la main. Donc je suis toujours gêné pour, à l'issue de la formation, pour dire acquis, non acquis, voilà, hein, pour pour Vous être pouvez le le plus faire. honnête possible, on va dire, avec l'apprenant. Ouais, mais Voilà. vous pouvez le faire en co-évaluation. Comme ça, vous sortez du côté très vertical et surtout, vous mettez la personne en co-responsabilité. Est-ce qu'elle pense que c'est acquis et donc est-ce qu'elle pense qu'elle va pouvoir réutiliser cette compétence? Est-ce qu'elle pense qu'elle est suffisamment solide? Et puis, très honnêtement, ça vous sert aussi en termes de marketing commercial. Quelqu'un qui se sentirait un petit peu fragile sur le sujet, ben vous avez la possibilité également de proposer derrière dans la continuité. D'accord? D'accord. Merci pour votre Je vous en réponse. prie. Pascal, vous aviez levé la main? En fait, je te donne la continuité de M. Lavergne, en fait, hein, pour pouvoir spécifier cette notion d'évaluation. Pourquoi ne pas avoir quatre niveaux d'évaluation? Quand tu parles d'évaluation, on peut parler d'évaluation diagnostique, tout au début de la formation, faire le point, savoir où on en est, afin de situer chacun, l'apprenant surtout, et nous aussi, par rapport à nos capacités à répondre à nos besoins. Et puis, un deuxième niveau, on parle d'évaluation normative, qui nous permet de faire une comparaison entre chacun des apprenants. Donc, ça aussi, c'est une grille d'évaluation qui, à mon sens, se fait au fil de l'eau. Euh, voilà, c'est tout, c'est ce que je veux dire. Alors, je reviens Merci. sur, pardon, ça me permet de faire la transition, je reviens sur ce parcours de formation que je vous ai proposé. Nous, ce que l'on fait, c'est que ces compétences-là, par exemple, entrée de formation, copier-coller des compétences et la personne s'auto-évalue. Où est-ce qu'elle pense qu'elle en est sur la base de la lecture de cette compétence-là? Et on sait qu'une personne peut lire une compétence et projeter quelque chose qui est complètement à côté de ce qu'elle va apprendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé en auto-évaluation, début de parcours, mesure de l'écart, fin de parcours. Où est-ce que la personne se situe? Peut-être qu'au départ, elle trouvera qu'elle est à 5, et puis qu'en fait, elle s'est complètement plantée sur la représentation, et en fait, elle n'était qu'à 2, et qu'elle a appris finalement énormément de choses. D'accord? Donc, copier-coller, là aussi, des objectifs, et quand je fais une évaluation début, fin de formation, toujours là aussi sur la base d'un copier-coller de mon objectif, de mon référentiel, si je suis sur un référentiel, mais de mon programme de formation. D'abord, pour une chose très technique, très simple, c'est que au moins la personne qui vient en parcours de formation, elle a lu les compétences sur lesquelles elle va travailler dans le cadre du parcours de formation. On sait combien de personnes viennent en parcours de formation parce que l'entreprise décide de les mettre sur des parcours de formation, mais ils ne lisent pas forcément le programme. Ou ils le lisent en transversal. Moi, la première, et puis je ne retiens pas ce que je vais apprendre. Puis après, des fois, j'ai des surprises. Donc là, en le mettant en auto-évaluation, début, fin de parcours, la personne est en responsabilité. Et sur cette base-là, vous pouvez définir ensuite les jalons d'évaluation formative et sommative sur lesquels, in fine, vous pouvez évaluer la personne. Toujours des évaluations et tout ce que vous faites sur des documents critériés. Toujours. Sinon, on majore le côté subjectif de l'évaluation. D'accord? D'où le fait ici, et ça me permet de revenir sur le cadre du workshop, d'avoir des documents qui sont très précis en termes de création de contenu et d'outils, très processés, justement de façon à avoir le moins de subjectivité possible, à être le plus linéaire possible et ne pas avoir de digression et de biais. D'accord? Surtout quand on est sur des parcours de formation qui sont longs, parce que là, on peut avoir des parcours de formation qui font 14 heures. Je veux dire, sur 14 heures, si je digresse, je ne vais pas digresser non plus tant que ça. Quand je suis sur des parcours de formation qui sont plus longs, on pense à des titres pro qui durent 1 an, 2 ans, ou des parcours qui peuvent être plus longs. Là, j'ai une marge de manœuvre pour digresser qui est quand même très, très importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non? Donc, pour moi, ça va. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous avez notre mail, hein, donc n'hésitez pas à les poser après. On vous envoie donc toute cette partie de présentation. Et puis, je ne sais pas si on a prévu d'envoyer le replay. Je regarde ma collègue. En tous les cas, ceux qui veulent l'enregistrement, bon, ils pourront le demander. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, moi, ce que j'attends aussi de vous, peut-être, c'est le feedback. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de revenir sur des fondamentaux? Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui peut vous aider dans votre pratique pédagogique au quotidien? Est-ce que ce sont des choses aussi qui peuvent vous permettre de majorer votre proposition de formation et ne pas perdre votre bénéficiaire dans le cadre d'un parcours de formation? Voilà, ça, c'est des questions que je vous poserai peut-être à l'issue du workshop, de façon à voir si on est dans les clous. Comme je dis, c'est le premier workshop pour nous, donc on est plutôt très content d'avoir organisé cet événement et on est plutôt content du nombre de personnes qui se sont inscrites. C'était plutôt très intéressant. Et puis, ben, je vous dis que dans la continuité, on envisage un deuxième workshop, alors pas d'ici la fin du mois de mai, mais je pense plutôt début juin, sur la création d'une séquence pédagogique. Comme ça, vous aurez de quoi travailler pour l'été, pour préparer la rentrée. Et juste pour poser le cadre aussi, ce parcours de formation, ce que je vous ai présenté là, fait aussi partie, bien évidemment, d'un parcours de formation certifiant que l'on propose et qui est la création d'un parcours de formation, voilà, qui est un parcours certifiant dans lequel on apprend à créer de l'ingénierie pédagogique, qui est un parcours qui fait 21 heures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à présenter. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir participé à ce webinaire. Et puis je vous dis, n'hésitez pas, même à froid, à revenir et à poser des questions, et à nous faire des retours et nous dire s'il y a des choses qu'on aurait pu penser différemment ou des sujets que l'on n'aurait pas abordés et dont vous auriez eu ou vous auriez besoin dans le cadre de vos activités. On est à votre écoute, bien évidemment. C'est bien. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle après-midi à tous.